Ici Marie-Ève Bédard à Kaboul, en Afghanistan. Bienvenue à cette édition spéciale de Grand Reportage. Quand les soldats canadiens sont arrivés ici au sein de la coalition internationale en 2001, l'armée nationale afghane n'était qu'une idée, un projet embryonnaire. Aujourd'hui, l'armée afghane compte près de 200 000 soldats qui doivent succéder aux forces étrangères et poursuivre une guerre qui est loin d'être terminée contre les talibans. Mais sont-ils prêts? Sur les traces des soldats canadiens à Kandahar, nous avons accompagné un commando des forces spéciales de l'armée afghane. L'élite de l'armée se dit capable de défendre l'Afghanistan, mais elle espère encore pouvoir compter sur l'appui des étrangers. Mais d'abord, l'histoire touchante d'un survivant. Abouzar, 2 ans et demi, a survécu à des blessures par balle qu'il a subies lorsque 4 hommes ont ouvert le feu dans un hôtel de luxe de Kaboul en pleine célébration du Nouvel An. 2 Canadiennes ont perdu la vie dans l'attaque. Abouzar, lui, se remet de ses blessures, mais il se retrouve orphelin. Son père, sa mère, son frère et sa sœur n'ont pas eu sa chance. Voici Abouzar, tout sourire, contre toute attente. Quand Abouzar est arrivé, il était dans un état critique. Il avait une fracture au crâne, on pouvait voir son cerveau. Après avoir passé 48 heures entre la vie et la mort dans cet hôpital de guerre établi par une organisation non gouvernementale italienne, Abouzar se remet de ses blessures. Un miracle pour Bachir, l'oncle d'Abouzar, un citoyen canadien revenu à Kaboul pour faire ses derniers adieux au reste de la famille. Sardar Ahmad, son frère, Oumera, sa belle-sœur, Omar et Niloufar, son neveu et sa nièce, qui, eux, n'ont pas survécu à l'attaque. En chemin vers Kaboul, je ne pensais qu'à la mère du garçon, Sardar, à ma mère, qui est très vieille, et à moi. Je me disais que la fin du monde était arrivée. Bachir a rencontré Abouzar pour la première fois sur son lit d'hôpital et tout de suite, il a pris la décision de ramener son neveu avec lui au Canada, là où une trentaine de familles l'attendaient. Nous voulons pour Abouzar un avenir paisible et prometteur. Abouzar est tout ce qui nous reste de Sardar et nous souhaitons qu'il soit à son image. Le seul endroit où il puisse se sentir chez lui, c'est le Canada. Orphelin, Abouzar a pu bénéficier d'une immigration d'urgence. La famille a aussi désigné son cousin Touraj comme tuteur légal du bambin pour éviter de le bouleverser davantage. La famille a donc demandé au Canada de faire une exception aux procédures normales d'immigration sur une base humanitaire pour qu'ils puissent, sa femme enceinte et lui, quitter l'Afghanistan dans les plus brefs délais et refaire leur vie au Canada avec Abouzar. Dans ce pays, il y aura toujours des nouvelles d'une autre attaque. Il y aura toujours des problèmes. Et pour se remettre, Abouzar a besoin d'un environnement tranquille et sécuritaire. Aux côtés d'Abouzar, dans l'aile pédiatrique où il a reçu des soins, une dizaine d'enfants étaient alités, tous des victimes innocentes d'un conflit dont on ne voit pas la fin. Déjà cette année, les admissions ont augmenté de 40 % par rapport à l'an passé. C'est notre quotidien. Abouzar est un exemple célèbre de ce qui se passe ici. Nous avons tout plein d'histoires comme la sienne. Malheureusement, certains ne survivent pas. Abouzar, lui, a la chance d'échapper à cette réalité, d'avoir laissé derrière lui l'horreur qui a marqué à jamais sa courte vie, de quitter le pays qui lui a tout pris. Le capitaine Abdul Kader prépare son unité, une vingtaine de commandos des forces spéciales de l'armée afghane sur le point de partir en mission. Avant de donner le signal de départ, il veut s'assurer qu'une chose soit bien comprise. L'ennemi dont il parle, ce sont les talibans. Ici, dans le district de Maiwand, un district qui jalonne la frontière de Kandahar et de Helmand, ils sont toujours très actifs. Avec le beau temps qui revient, les champs de pavots sont en fleurs et les combats reprennent.
Avec ses hommes, le capitaine doit parcourir quelques kilomètres pour secourir un poste de police. Quelques kilomètres seulement, mais il n'en faut pas plus pour qu'on leur tende un piège. L'engin explosif devra être neutralisé. La route maintenant sécurisée, les commandos peuvent poursuivre leur chemin. Ici, c'est un village où une quinzaine de groupes ennemis sont actifs. Ils ont des armes légères et des armes lourdes. Les commandos tentent de provoquer une réaction de l'ennemi pour mieux situer leurs adversaires. Sans succès. Nous avons un problème. Pourtant, ce policier sait qu'il se terre à proximité. Les talibans viennent jusqu'ici et nous tirent dessus. Parfois, ils tirent aussi depuis ces maisons, là-bas. Le capitaine Kader lui promet de revenir éliminer les talibans. Mais c'est le genre d'opération qui risque de nécessiter un soutien aérien et donc l'aide des forces américaines. Les forces spéciales de l'armée afghane représentent une force d'élite. Ils sont à peine 1 millier, moins de 1% des quelques 200 000 soldats afghans. Ceux qui en font partie ont atteint un niveau de professionnalisme peu représentatif de l'ensemble des forces, dont plus de la moitié est analphabète. Transport de troupes, soutien offensif du haut désert, le genre de mission que ces commandants élaborent ici ne peut se faire sans une importante contribution des forces américaines. Nous n'avons toujours pas d'armée de l'air. Nous ne sommes pas équipés de véhicules blindés comme des tanks. Nous n'avons toujours pas l'équipement que je veux, que l'armée veut. Le général Abdul Hamid s'adresse à ses soldats pour une première fois depuis le début de la nouvelle année perse, l'an 1393. Une année où plus que jamais, l'armée afghane sera mise à l'épreuve. Le général dirige les quelques 20 000 soldats de la première brigade dans la province de Kandahar. C'est ici, dans le berceau de l'insurrection des talibans, que le Canada a mis un terme à sa mission de combat en 2011, la plus longue de son histoire. Dans cette province où la presque totalité des 156 soldats canadiens morts au cours de la mission ont perdu la vie, c'est aujourd'hui l'armée afghane qui est responsable et qui encaisse de lourdes pertes, parfois jusqu'à 100 soldats par semaine. Sans la signature d'une entente de sécurité avec les États-Unis pour permettre à un nombre indéterminé de soldats étrangers de rester en Afghanistan, les Afghans pourraient perdre un soutien qui leur est toujours essentiel. Pour mettre en place une armée, 10 ans, ce n'est rien. Il faut de l'entraînement. Lentement, nous progressons. Nous devenons meilleurs chaque année. L'OTAN estime qu'il en coûtera 4,1 milliards de dollars américains pour soutenir une armée de 228 500 soldats. Or, les revenus annuels de l'État afghan n'atteignent que 2 milliards de dollars. Le Canada va fournir 330 millions de dollars par an pour les 3 prochaines années pour aider à payer les salaires des soldats. Le capitaine Kader se garde bien de faire de la politique. Il est fier de défendre son peuple et il veut croire que les Afghans peuvent le faire seuls. N'empêche, il n'est pas prêt à faire ses adieux aux étrangers, pas encore. Nous avons clairement besoin de temps. Nous espérons des étrangers qu'ils poursuivent le travail et la coopération des 10 dernières années avec nous. Nous attendons plus. L'Afghanistan a encore beaucoup de chemin à faire. C'est sans doute au prochain président afghan qu'il reviendra de répondre ou pas aux prières de ces hommes qui appréhendent les lendemains où ils se retrouveront seuls face à l'ennemi. S'il n'en tenait qu'à elle, elle ne reviendrait plus jamais en Afghanistan, un pays qu'elle déteste. Le gouvernement afghan est ainsi. Quand je me suis présentée à la cour, le juge m'a simplement dit de pardonner, que j'allais me remettre après un peu de temps. Jamila Bayaz est devenue cette année la toute première femme afghane chef de police dans son pays.
Cette mère de 5 enfants vous le dira elle-même, elle n'occuperait pas ce poste sans la présence étrangère ici. Mais il existe encore en Afghanistan un envers à cette médaille pour une forte proportion de femmes. Dans un refuge pour femmes victimes de violences, des jeunes filles nous racontent leur vie brisée, des vies que la loi afghane protège encore bien mal. Le district numéro 1 de Kaboul est un quartier commercial qui grouille de monde, avec ses milliers de petites échoppes typiques des marchés afghans. Mais si vous prêtez attention, vous y verrez une chose exceptionnelle. Le chef de police ici est une femme, la toute première en Afghanistan. J'étais très heureuse quand j'ai été nommée à ce poste. J'aurais dû l'occuper bien avant. Jamila Bayaz a toujours su qu'elle voulait servir son pays. Très jeune, elle entre à l'académie de police. Mais comme toutes les femmes afghanes, sa carrière a été interrompue abruptement quand les talibans sont arrivés au pouvoir. À l'époque des talibans, toutes les femmes étaient à la maison. Les filles auraient dû être à l'école, mais on les en empêchait. Le monde entier sait que les filles ne pouvaient aller à l'école. Les femmes étaient à la maison et le niveau de violence envers elles était très élevé. Jamila tente de rattraper le temps perdu, mais les femmes demeurent vulnérables et isolées dans une société ultra-conservatrice. Farzana a 16 ou 17 ans, elle n'en est pas certaine. Vendue par sa famille à une femme, elle a été forcée de se prostituer. Elle est venue ici chercher de l'aide. Mon père m'a donné à cette femme. J'ai dû vivre avec elle. Je ne savais pas qu'elle me ferait ça. Quand j'ai eu 15 ans, elle a commencé à m'envoyer un peu partout pour faire ces vilaines choses. Avec son avocate, Farzana tente de prouver que, contrairement à ce qu'affirme la femme qui l'a exploitée, elle n'a jamais été mariée à son fils. Elle espère ainsi pouvoir épouser un garçon rencontré par hasard, celui qui lui a parlé de ce refuge. C'est un bon garçon. Je ne demande rien, seulement de ne pas retourner chez cette femme. Si ce garçon est pauvre, ça va. Je n'ai plus l'argent que je gagnais dans cette sale maison. Pour visiter le refuge où sont hébergées Farzana et une cinquantaine d'autres femmes, il a fallu laisser les collègues masculins derrière. Aucun homme n'a le droit d'entrer dans cet endroit tenu secret pour la protection de ses pensionnaires. Shazia y est depuis quelques mois. Elle a été abandonnée par sa famille alors qu'elle n'avait pas 2 ans, offerte comme esclave en compensation pour expier le meurtre commis par son père. Avec un sourire, elle vous brise le cœur. Je n'ai pas envie de vivre. Je veux seulement mourir. Je suis fatiguée. 2 fois, Shazia a tenté de s'enlever la vie. Elle ne sait ni lire ni écrire. Les efforts de la communauté internationale pour retourner les filles afghanes sur les bancs d'école ne sont jamais parvenus jusqu'à son village. Ils ne sont pas venus dans mon village. Nous avions des écoles à Chamali, mais les gens sont conservateurs. Ils ne laissent pas les filles aller à l'école. La chute des talibans n'a pas suffi à transformer une société tribale qui applique encore un strict code d'honneur qui prévaut souvent sur les lois adoptées par le Parlement afghan. Mumtaz l'a appris à ses dépens. Quand un garçon éconduit a su qu'elle avait accepté une autre demande en mariage, sa famille a décidé de se venger. À quelques jours de ses noces, ils sont entrés chez elle en pleine nuit. Ils m'ont pris par les cheveux et m'ont poussé sur ma sœur. Ils ont sorti une bouteille d'acide, puis ils l'ont lancée sur moi. Dans quelques mois, Mumtaz doit aller en Inde pour subir une 4e chirurgie. S'il n'en tenait qu'à elle, elle ne reviendrait plus jamais en Afghanistan, un pays qu'elle déteste. Le gouvernement afghan est ainsi. Quand je me suis présentée à la cour, le juge m'a simplement dit de pardonner, que j'allais me remettre après un peu de temps. Il n'y a pas de véritable gouvernement ici. Il n'y a pas de loi. Depuis 2009, une loi interdit quelques 22 pratiques abusives envers les femmes. Mariage des enfants, viol, déni du droit à l'éducation. La loi EVA devait en principe mieux protéger les femmes. Mais dans un rapport récent, les Nations unies affirment que la loi n'est appliquée que de façon marginale, signe que les femmes craignent toujours de s'en remettre aux autorités, signe que ces autorités manquent de zèle dans l'application de la loi.
Cette loi a été adoptée par un décret du président Karzai, mais elle n'a jamais été ratifiée par le Parlement, dont plusieurs membres considèrent certains aspects de la loi comme anti-islamiques et voudraient bien l'avoir amendée. 10 000 femmes policières, c'est l'objectif que s'était fixé le gouvernement afghan, mais Jamila Bayaz évolue toujours dans un monde d'hommes. Pour l'ensemble du territoire afghan, seules 2 000 femmes sur 150 000 policiers ont été recrutées. Il est évident que nous n'avons pas suffisamment de femmes policières. Alors que nous avons tant d'hommes officiers de police, nous devrions avoir tout autant de femmes à leur côté. Jamila Bayaz poursuit son ascension. Elle, qui sera bientôt promue brigadier général, refuse d'imaginer que les étrangers, ceux-là même à qui elle donne une partie du crédit pour sa promotion, partiront bientôt, alors que tant de travail reste à accomplir, alors que tant de promesses sont toujours loin d'être tenues. Alors que les pays occidentaux réduisent leur visibilité ici, la Russie, elle, lance une offensive pour raviver ses intérêts en Afghanistan. Elle souhaite faire oublier le souvenir de l'occupation soviétique marquée par une décennie de guerre en investissant massivement dans un pays aux frontières de ses anciennes républiques. La Russie, récemment expulsée du G8, se concentre de nouveau à l'Est. Au premier coup d'œil, on se croirait quelque part en Russie. Mais ce complexe d'habitation aux allures résolument soviétiques se trouve à Kaboul, la capitale afghane. Ces appartements ont été construits il y a 30 ans, quand les Russes étaient ici. La qualité avec laquelle ils ont été construits, aucun pays n'aurait pu l'égaler. Ils sont garantis pour 100 ans. Alors que les forces de l'OTAN se retirent graduellement de son pays, Abdulrahim Ghaffari, lui, a la nostalgie d'une époque où les soldats soviétiques étaient la puissance militaire ici. Alors que 50 pays sont ici maintenant, la sécurité est inférieure qu'à l'époque où la Russie était seule. Mais la sécurité était bonne, les gens étaient heureux. Des propos qui ont de quoi plaire à l'ambassadeur de la Russie en Afghanistan, Andrei Avetissian. Maintenant que la mission de l'OTAN tire à sa fin, il croit le moment venu pour son pays de revenir à l'avant-scène. Les 12 dernières années, on a essentiellement vu des combats en Afghanistan. Mais maintenant que l'on va vers un avenir plus pacifique, nous voulons rendre notre présence plus visible. La Russie travaille sur 150 projets de développement économique et culturel. Cet immense chantier, un investissement de 20 millions de dollars, donnera le jour à un centre de la culture russe qui doit ouvrir ses portes cet automne. L'héritage des Soviétiques témoigne d'un passé où la Russie a su faire pour l'Afghanistan ce que les centaines de milliards investis par les nations occidentales n'ont pas réussi, selon l'ambassadeur. Regardez autour de vous. On entend parler de millions et de milliards de dollars promis ou dépensés. Mais ils l'ont été de façon inefficace. Malheureusement, c'est de l'argent gaspillé. Un peu partout, le paysage afghan est toujours parsemé des armes lourdes soviétiques, abandonnées à la hâte par les troupes qui battaient en retraite en 1989. La guerre entre les Moudjahidines et les soldats soviétiques a duré une décennie et fait, selon certains estimés, plus d'1 million de morts. À ces victimes, il faut ajouter les autres qui, encore aujourd'hui, ont le malheur de poser le pied au mauvais endroit. En quittant l'Afghanistan, les Soviétiques ont laissé derrière des millions de mines antipersonnelles. J'allais chercher du bois à brûler quand j'ai marché sur une mine. On a dû m'amputer la jambe. Pour Mohamed, le passé soviétique évoque des souvenirs douloureux. Franchement, je crois qu'aucune des puissances étrangères n'a jamais rien apporté de bon à l'Afghanistan. Toute guerre est mauvaise. Les souvenirs sont douloureux. Mais le sentiment traditionnel de proximité et d'amitié entre la Russie et l'Afghanistan
est ce qui importe. Le président Karzai est un des rares dirigeants, avec ceux du Venezuela et de la Syrie entre autres, à avoir défendu l'annexion de la Crimée par la Russie. Un geste qui a poussé l'OTAN à rompre tous ses liens avec la Russie, y compris en Afghanistan. Les deux puissances collaboraient jusque-là à des opérations de lutte contre la production de narcotiques, un problème qui touche la Russie directement. Nous estimons que chaque année, 30 000 Russes meurent de la consommation d'héroïne provenant de l'Afghanistan. Alors vous pouvez comparer ce chiffre aux moins de 15 000 soldats soviétiques qui sont morts pendant la guerre ici. L'offensive russe en Afghanistan survient alors que les relations entre Moscou et l'Occident sont tendues au point de raviver le spectre de la guerre froide. Mais ici, sur les hauteurs de Kaboul, on entend plutôt l'écho du grand jeu, une époque mythique où l'Union soviétique et la Grande-Bretagne ont rivalisé d'influence en Asie centrale. Des considérations sans doute bien académiques pour les Afghans. Eux dont l'histoire est truffée de conflits et de guerres, il se passerait bien de faire l'objet d'une nouvelle compétition géopolitique.